Nous voudrions rapporter ici, à travers le titre Singularité et défiguration, une expérience que nous menons depuis un certain nombre d'années, que j'appellerais une tentative de dialogue qui aboutit quelquefois à un discours assez univoque, mais qui est un discours malgré tout à deux voix, VOX, mais aussi d'un discours à deux voix, VOIES, dans la mesure où il y a à la fois une approche d'une psychiatre et une pratique chirurgicale autour d'un même objet qu'est la défiguration. Nous allons essayer de traduire ici un vécu d'acteur et non pas d'observateur. Car, bien évidemment, notre parcours est toujours assorti d'une sanction thérapeutique. Ce qui pèse effectivement dans la réflexion que l'on peut avoir. Alors, en quoi, quand on dévoie un petit peu le titre de cette journée, penser la singularité, mais la pensée PANSER, enfin, voilà, s'applique quand le mot singularité peut être décliné aussi de manière polysémique, c'est-à-dire chose à la fois unique, mais étrange, étrangère, et donc aussi exceptionnelle. En quoi ce mot singularité peut-il s'appliquer à la défiguration? Alors la singularité de la défiguration est qu'appliquée à soi-même, elle est de l'ordre de l'impensable. Appliquée à l'autre, elle suscite, donc dans ce discours croisé de penseurs, une nécessité de monstration, d'où le recours à l'image, même si ce ne sont que des images, donner image, donc sinon corps, à l'impensable, et l'on a besoin d'emblée de nuancer, de classifier, puisque les causes engendrent bien évidemment, selon le type de défiguration, des effets différents. Alors on va distinguer, si vous le voulez bien, de manière un petit peu caricaturale, parce que c'est un petit peu plus compliqué que cela, et puis on va voir qu'il y a des exceptions. On va essayer de distinguer différents types de défiguration. Alors pardonnez-moi pour l'agressivité des images. Tout d'abord, la malformation. Alors, dans la défiguration liée à la malformation, il n'y a pas, ou il n'y a de souvenir de la malformation que la trace cicatricielle, encore que la photographie de droite est peut-être malvenue, où il n'y a pas souvenir de la malformation elle-même, et surtout il n'y a pas d'élément de référence à un normal d'avant. C'est un petit peu comme les enfants pupilles de la nation qui ne connaissent pas l'image du père, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la défiguration liée au traumatisme, elle, implique souvent de la part des patients qui en sont victimes une volonté de restitutio ad integrum. C'est un élément à prendre en compte dans la démarche que l'on peut avoir, même si, et la question s'est posée pour le patient que vous voyez du côté droit, voilà 30 années qu'il vivait dans cette situation. Voilà, c'est donc difficile de se refaire une idée de ce que l'on pouvait être 30 années auparavant. Il suffit qu'on regarde nos photographies d'identité ou de permis de conduire, n'est-ce pas? Voilà. La défiguration liée à la tumeur, et là, les priorités s'inversent chez le patient qui en est porteur, dans la mesure où la demande exprimée, car il n'y a pas de défiguration sans demande particulière, du moins quand ils viennent nous rencontrer. La priorité est là, et on aura l'occasion d'en reparler, ça faisait partie du discours que tenait mon collègue Laurent Lantieri tout à l'heure, c'est que quel que soit donc le prix à payer sur le plan esthétique, la priorité est l'ablation de la tumeur. Bien. Et en fait, la demande de restauration n'est pas tant une demande de restauration esthétique qu'une demande de restauration de fonction perdue. C'est assez clair de la part de ces malades. Alors,
Et là, vous voyez, petite parenthèse, comment dire, la démarche que nous avions entreprise et dont Sophie Crémadès a parlé tout à l'heure, de ce photographe que nous avions invité et dont vous voyez là 2 clichés photographiques qui ont été présentés dans une exposition un petit peu à l'image des photographies dont vous avez parlé tout à l'heure, mais dans lesquelles les infirmières se retrouvaient peut-être en situation plus subjective, enfin autre. Alors, les anomalies de croissance, n'est-ce pas, prognatsie, rétrognatsie, un petit peu comme quand vous allez voir l'exposition Velázquez, là vous avez la famille des Habsbourg avec toute la croissance, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et il y a là des marques familiales identitaires hein, dans ces anomalies de croissance, pas toujours. Et alors, la normalisation que l'on apporte dans la correction chirurgicale, elle s'inscrit d'abord sur un long terme, hein, une prise en charge thérapeutique de plusieurs années, après souvent un appareillage mécanique, notamment au niveau des dents, et avant tout, dans un but là aussi fonctionnel, restaurer une fonction de mastication, n'est-ce pas? Or, la réparation chirurgicale, qui est un court temps qui intervient après, souvent à la fin du processus de réhabilitation dentaire, du traitement orthodontique, dont vraisemblablement un Français sur 2 est victime aujourd'hui, ou victime si on veut, n'est-ce pas, ou bénéficiaire, comme on voudra, n'est-ce pas? Le temps chirurgical va en un bref espace restaurer une certaine normalité et modifier un visage. Et là, il y a rupture, et quelquefois, alors même que l'on est rentré dans une normalisation de quelque chose qui serait la règle des 3/3 ou bien le nombre d'or, peu importe, n'est-ce pas? Eh bien, il y a là, dans cette normalisation des rapports des différents étages de la face, quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu, parce que peut-être pas bien vécu, ou parce que reniement aussi, quelque part, d'une hérédité. Et puis, voilà. Alors, le vieillissement, bah, notre visage est en permanence donc changeant. Et notre visage est en permanente défiguration. Je crois qu'il faut quand même en admettre, dans une acceptation pour un certain nombre de personnes, dans un déni pour d'autres personnes, et dans un refus, mais prenant en compte également le changement du regard que l'on peut porter sur soi-même ou sur le vieillissement du visage des autres. Il y a bien souvent en fait une méconnaissance de son propre vieillissement. Et puis il y a aussi la démarche volontaire, la défiguration volontaire qui peut s'inscrire bien sûr là à travers ces images prises de déformation ethnique, mais c'est également la déformation volontaire du body art, enfin n'est-ce pas, de ces déformations comme la plus connue, Orlan, en France, et puis aussi ces déformations volontaires que l'on a retrouvées chez les étudiants de certaines universités allemandes. Vous savez, il y a eu un certain nombre d'universités où le duel était chose courante, qui même était soutenu, défendu, et on a vu à Heidelberg des étudiants qui, manquant peut-être de courage, mais dont on savait très bien que la cicatrice était la signature, n'est-ce pas, d'un acte de courage, demander à certains chirurgiens de leur créer des cicatrices du visage artificiellement. Donc, alors, bien sûr, ça suppose là une certaine complicité, n'est-ce pas, de la part des chirurgiens. Alors, voilà, on voudrait donner, donc, au-delà de ce préambule, donc, on voudrait donner 2 exemples, et puis un troisième après, que Sophie Crémadès va donner, 2 exemples qui vont illustrer, alors quelquefois aller à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est assez intéressant d'ailleurs, concernant la singularité de la défiguration vécue du dedans, hein, bien que transcrite bien sûr par le regard extérieur du psychiatre. Sophie, à vous. Alors, la première situation clinique que je voudrais aborder, il s'agit d'une fente labiopalatine. Alors en fait, c'est un patient qui a une petite 50aine d'années. Et donc qui vient à ma consultation pour surmenage. Il a un travail à responsabilité, il travaille énormément, il se sent épuisé, insomniaque, et voilà. Lors de la consultation, je fais un petit bilan de sa situation et je dessine toujours un arbre généalogique. Donc à ce moment-là, il me cite les prénoms de ses différents enfants et tout va bien.
lors d'un autre entretien, et en fait tout ce que je vais dire là, je le saurais, je l'ai appris par toute petite touche. Lors d'un autre entretien, lorsque je demande un peu plus précisément comment vont les enfants, on est amené à parler de sa fille aînée, qui en fait est née avec un bec de lièvre, nous dit-il. Et là, à ce moment-là, au moment même où il le dit, je sens vraiment de façon palpable une grande angoisse, alors qu'il a un débit verbal très fluide, très aisé. Là, à ce moment-là, il y a vraiment une rupture dans le ton, dans sa voix. Donc, ce que j'apprends, c'est que, voilà, avec son épouse, ils attendent la naissance de leur premier enfant. Il est très, très, très heureux, il anticipe beaucoup son bonheur. Ils ne savent pas s'il s'agit d'un petit garçon, d'une petite fille. Voilà. Il n'assiste pas, proprement parlé, à l'accouchement. Il est dans le couloir à côté. Et en fait, lorsqu'on vient lui annoncer la naissance de cet enfant, il sent aussitôt un malaise, une gêne. Et donc, il apprend en même temps que c'est une petite fille, qu'elle va bien, mais aussi qu'elle a une fente labiopalatine. Ce qu'il décrit, c'est une sidération, l'impossibilité de penser, tout est totalement confus. Il ne peut pas annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, il ne peut pas appeler. La personne qu'il appelle, c'est un ami qu'il a qui est médecin, qui va lui dire mais rassure-toi, ça peut se réparer. Voilà. Et là, à partir du moment où son ami médecin lui dit que ça peut se soigner, il va dépenser une énergie considérable à activer son réseau pour trouver l'équipe qui peut à la fois opérer bien et en même temps opérer très tôt. Donc il cherche l'équipe qui peut accepter d'opérer très tôt. Et effectivement, sa fille a été opérée à 2 mois, je crois, et tout est bien qui finit bien. L'opération s'est très bien passée, elle est très belle. À un moment donné, d'ailleurs, quand il me dit ça, il se lève, il va chercher une photographie dans son portefeuille, il me montre la photographie de sa fille, comment elle est belle. Il n'y a absolument aucune, sur la photographie, quasiment aucune trace de cette intervention. Et donc voilà, il me dit, elle va très bien, elle marche bien à l'école, elle va bien. Elle a 18 ans aujourd'hui. Alors elle va très bien, sauf qu'une autre fois, lorsque je prends de ses nouvelles, en fait, il me dit que oui, le soir, elle est rentrée, elle était assez perturbée, elle est restée enfermée dans sa chambre. En fait, elle était certaine, deux garçons dans le couloir au lycée parlaient, elle était absolument sûre qu'ils parlaient d'elle, et qu'ils parlaient d'elle pour se moquer d'elle, pour critiquer son image. Elle était absolument sûre de ça. Et donc ce soir-là, elle était restée un petit peu enfermée. Elle va très bien, mais quelques mois après cette petite scène-là, elle a appelé l'équipe à Paris, qui l'avait opérée 18 ans auparavant, pour demander une autre intervention pour faire totalement disparaître la cicatrice. Alors que vraiment, cette cicatrice est très, très discrète. Alors je demande à mon patient, est-ce que sa fille a déjà vu des photos d'elle bébé ? Et il est étonné de ma question. Il me dit non. Non, bien sûr que non. Et pourquoi ? Et là, il me répond, elle pourrait faire une bêtise. Il imagine que sa fille pourrait se suicider en regardant des photos d'elle bébé. Je pense que ce qui se passe, c'est que lui-même, les idées suicidaires lui ont traversé l'esprit lorsque sa fille est née. À lui, il a été réellement perdu. Et que lorsqu'il a fait toutes ces démarches pour trouver une équipe qui répare sa fille, il s'est réparé lui aussi, il s'est soutenu lui aussi. Donc en fait, voilà, on a un patient qui vit avec ça, quand il regarde sa fille et cette petite cicatrice, il touche comme ça cette zone-là dans laquelle il a été totalement perdu. Et sa fille vit avec ça, parce que son père la regarde, et qu'est-ce que voit son père quand il la regarde ?
je pense que ça produit chez elle une certaine impossibilité à se regarder, parce qu'elle ne sait pas ce que son père voit quand elle la regarde, elle ne sait pas non plus ce que les autres voient quand elle la regarde. Ça illustre bien la petite scène qu'elle racontait avec ces personnes qui, pour elle, évidemment, se moquaient d'elle. Et je pense que la question qu'elle se pose, c'est est-ce que les autres voient cette monstruosité qu'elle-même, elle n'a jamais vue. Donc, cette jeune fille a un visage normal, mais la défiguration rôde encore et plane sur son visage. On voit bien comment finalement cette cicatrice est un peu comme une porte d'entrée vers un trou béant dans lequel elle pourrait tomber. Donc là, on a une toute petite cicatrice qui pourtant est difficile à porter pour cette jeune fille. On peut supposer que si cette jeune fille-là a un petit accident, quelque chose qui se produit, qui laisse une trace sur son visage, qu'elle pourrait avoir, ça pourrait vraiment la mettre en grande difficulté psychologique. Alors, pour contrebalancer cet exemple-là, de façon très très brève, j'ai rencontré une autre patiente, une jeune femme, qui vient me voir, je ne sais plus d'ailleurs pour quelle raison, en tout cas absolument pas pour une question de cicatrice, alors qu'elle est traversée vraiment du haut jusque le bas de sa joue, totalement par une cicatrice à la fois profonde et très large. Elle vient pour une autre raison et donc n'en parle pas. Évidemment, à un moment donné, on parle de cette question de cette cicatrice. Et ce qu'elle me dit, c'est que oui, effectivement, elle a une cicatrice. C'est vrai qu'elle a une cicatrice voyante, mais elle ne souhaite absolument pas être opérée pour l'enlever, la masquer. Elle a eu un accident lorsqu'elle était enfant. Elle avait 3 ans. Cette cicatrice-là, elle a grandi avec. Elle a totalement forgé sa personnalité. Elle l'a rendue solide. Elle a toujours été, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a toujours été tout à fait épaulée par ses parents et que cette cicatrice fait totalement partie d'elle. C'est d'ailleurs assez, c'est comme si finalement elle était la signature de sa force, de sa capacité à traverser l'épreuve. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que malgré vraiment la balafre qu'elle a, effectivement, l'harmonie du visage est tout à fait respectée et on peut dire de cette jeune femme qu'elle est jolie. Donc vous voyez, il y a une petite cicatrice d'un côté qui peut absolument tout faire basculer et puis il y a une grande balafre de l'autre à laquelle on ne veut pas toucher et qu'on ne veut pas enlever. Alors la deuxième situation dont je souhaitais parler, donc il s'agit d'un patient en fait, qui est atteint d'une maladie de Recklinghausen. La même maladie que le patient opéré par M. Lantéry. Alors, c'est un patient que j'ai peu connu, en fait. Je l'ai vu que 3 fois. Et pourtant, il compte beaucoup. Il a été important. Il est important pour moi. J'y pense encore régulièrement quand je rencontre des patients défigurés. Il est décédé aujourd'hui depuis il y a 4 ans. Alors, quand je le rencontre dans le service, en fait, je suis la seule à ne pas le connaître. C'est un patient qui a été opéré tout petit. Il avait 4 ans. Il a plus de 20 ans quand je le rencontre. Donc tout le monde le connaît, tout le monde l'admire. Tout le monde me le décrit comme étant un battant. Et j'entends parler de lui par son prénom, évidemment. Le service l'a vu grandir. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué dans notre première rencontre, c'est qu'en fait, sa déformation était très très particulière parce qu'elle atteignait la moitié de son visage, mais en dessinant une ligne, une frontière, 2 hémifaces, avec donc une moitié de visage avec un visage doux, pâle, un œil bleu, souriant. Cette moitié-là est expressive. Et puis l'autre était comme fondue, comme une coulée de chair, dans laquelle on pouvait voir
un œil, une oreille qui tombe sur l'épaule, avec donc la face qui tombe bien en dessous de l'épaule. Donc une impression étrange qu'on n'arrive pas, face à ce patient, à reconstituer un visage en le voyant. On ne peut pas considérer les deux parties de son visage. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, on est attiré vers la partie expressive et on sent physiquement que c'est celle-là qu'on prend en compte, qu'on regarde, sur laquelle on se fixe. Et lorsqu'il arrête de parler, le regard se porte sur l'autre partie de son visage, dans lequel on ne retrouve quasiment aucun repère anatomique. C'est une impression très étrange. Alors, sa situation, c'est un adulte, il vit avec sa mère, son beau-père, il n'a pas de formation professionnelle. En fait, à plusieurs reprises, lorsqu'il était plus jeune, il y a eu des tentatives pour qu'il puisse apprendre un métier. Et en fait, il y a toujours eu un mouvement de résistance, notamment de sa mère. Et on comprend que, je comprends en discutant un petit peu avec sa mère, qu'en fait, elle veut protéger son fils des rencontres avec un étranger, avec des étrangers qui pourraient malmener son fils. Hein. Et donc, apprendre une formation, c'est le laisser partir vers l'inconnu, c'est pas possible. Elle avait très certainement transmis cette angoisse au patient qui, lui aussi, si sur le principe il en était d'accord, était toujours retenu pour franchir le pas. Et donc, c'est un jeune homme qui vit dans un petit monde, mais dans lequel il est très connu. Dans la petite ville où il habite, tout le monde le connaît et tout le monde l'appelle par son prénom. Et il a beaucoup d'amis. C'est un sportif. Quand il était plus jeune, il faisait du foot. C'est un supporter d'une grande équipe de foot. Il porte le maillot de cette équipe. Voilà. À plusieurs reprises, il a un petit peu disparu, en fait. Il a repris le cours de sa vie. Il ne voulait plus d'opération. Il a laissé cette malformation évoluer, prendre de la place. Et un jour, il revient, et c'est comme ça que je le rencontre, il revient pour demander l'intervention chirurgicale qui enlève cette malformation. Une très grosse intervention qu'il a fallu énormément préparer. La mère disant, j'ai très peur, d'ailleurs quand elle a les larmes aux yeux, j'ai très peur, et elle hausse les épaules et elle dit, mais je ne peux pas l'en empêcher, je ne peux pas l'en empêcher. Alors, il ne le dit pas, mais je le comprends. Le monde dans lequel il vit, dans ce monde-là, il n'a absolument aucune liberté. Il y a eu un moment, dans un des entretiens, j'ai proposé de me dire ses rêves. Voilà. S'il n'en était pas empêché, qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce qu'il voudrait? Et en fait, à ce moment-là, il m'a décrit une vie d'adulte. Il voudrait se marier, il voudrait sa maison, il voudrait travailler. Voilà. Et il m'a semblé là vraiment saisir à quel point il était totalement en décalage avec en fait l'image qu'on avait de lui. L'image qu'on avait de lui quand on en entendait parler, c'était plutôt, on va dire, d'un garçon, d'un jeune homme, mais pas d'un homme. Il y avait un décalage entre ces deux images-là. Et d'une certaine façon, on comprend vite qu'il était condamné à être ce jeune homme joyeux, battant, supporter de foot enthousiaste. Il était obligé. Parce que, là encore, il ne le dit pas, mais il a beaucoup de chance d'avoir des amis dans sa situation. Et donc, en fait, il était prisonnier de la bienveillance de son entourage. Et il ne pouvait pas s'en sortir. Évidemment que je suppose qu'il a des désirs, une grande colère, voilà. Mais il ne peut pas du tout il ne peut pas s'autoriser à l'exprimer. Lors du dernier entretien, avant qu'il revienne pour cette fameuse intervention, je lui propose
de m'écrire par mail. Il habite loin, il ne peut pas venir comme ça. De toute façon, le jeu de l'entretien n'est pas facile. C'est quelqu'un qui est peu loquace. Il va beaucoup dire qu'il va bien. Je lui propose de m'écrire en me disant que dégager de cet entretien en face à face, peut-être face à un écran, peut-être qu'il va se sentir plus libre et pouvoir me dire des choses. Alors en fait, il ne l'a pas fait et je le retrouve juste avant donc, sa fameuse intervention. Ce qui était très très fort dans cette dernière rencontre, c'est sa détermination. Il était vraiment extrêmement déterminé. Il se trouve qu'il est mort sur la table d'opération. Alors, je ne sais pas du tout, je n'arrive pas à me rappeler comment c'est arrivé, mais je me suis retrouvée à accompagner sa mère pour qu'elle découvre le corps de son fils. Je suis restée avec elle et il avait le maillot de foot, la fameuse équipe qu'il supportait. Alors la mère arrive et aussitôt me dit « mais c'est pas ce maillot-là qu'il faut qu'il porte, celui-là c'est un maillot d'avant, enfin voilà, mais sur moi j'ai le dernier maillot tout neuf » et donc on change le maillot d'équipe sur ce jeune homme. Et alors il avait une expression grave qu'il n'avait absolument jamais quand on le connaissait. Et une expression grave et surtout il avait un visage parce que la malformation avait été enlevée et vraiment j'ai presque ressenti un soulagement physique de le voir, de voir un visage entier lorsque je l'ai rencontré à ce moment-là. Je crois que vous vouliez dire quelque chose par rapport au maillot. Non, vous m'aviez quand je vous avais. Ouais. Il y a une chose qu'on fait jamais, enfin qu'on ne fait jamais, c'est pas possible. Alors il y a bien évidemment cet enfant qu'on suivait depuis presque 15-20 ans, hein, et dont on suivait l'évolution de sa maladie, et nous sommes allés à ses funérailles. Bon. À deux, nous sommes allés à ses funérailles, et voilà. Avec Madame Testola. Avec mon adjointe, et puis dans cette église du bord de mer, où il faisait un temps magnifique dehors et très froid dedans, l'église pleine et remplie de maillots de jeunes footballeurs qui étaient là au sein de l'église et qui était leur façon à eux de rendre hommage à leur ami. Il y a là quelque chose d'assez fort, voilà, indépendamment du décès de ce jeune garçon au cours d'une intervention chirurgicale, ce qui est tout à fait rarissime. Alors il se trouve que peu de temps après sa mort, j'ai ouvert, alors je ne le fais pas assez, hein, j'ai ouvert mon dossier spam et il m'avait envoyé un mail en fait. Très bref, hein, 2 phrases, quelques mots, mais dans lequel il me disait qu'il ne supportait plus la situation dans laquelle il était et qu'il était extrêmement déterminé à être opéré quoi qu'il en coûte. Il a dû attendre une réponse de ma part, alors, par écrit, même par oral quand je l'ai revu. Il a dû se demander pourquoi je lui avais tendu cette perche et pas... Voilà, ratage de rencontre. Je pense que s'il m'a écrit comme ça, c'est certainement parce que j'étais totalement étrangère, justement. Hein, je ne le connaissais pas depuis toujours. Et donc, j'ai peut-être, on va dire, pu voir en lui autre chose que ce que le groupe soudé autour de lui voulait voir. Hein. Et je me suis fait la réflexion qu'en fait, moi, quand je le rencontrais, je l'appelais monsieur. Et je pense que j'étais la seule personne à l'appeler monsieur. Dans sa vie, chez lui, dans sa vie, et puis à l'hôpital aussi. Et que peut-être, rien que ça, en l'appelant monsieur, j'ai peut-être déclenché quelque chose qui a fait qu'il m'a envoyé ce mail que je n'ai pas vu à temps. Alors, là, ce que disent ces vignettes cliniques, bon, elles disent beaucoup de choses, mais ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'on ne peut pas décider pour quelqu'un de ce qui lui est supportable ou pas. Chacun a son histoire. La chair de notre corps est imprégnée d'histoire, de mots, et
elle est façonnée par eux et on ne peut absolument pas, de l'extérieur, objectiver un degré de souffrance. Ou, voilà. C'est au patient de dire ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas supporter. Oui, alors bon, c'est bien comprendre que cette histoire de maladie de von Recklinghausen s'inscrit pour ce jeune garçon dans une discussion que nous avions eue depuis longtemps avec lui et qui était effectivement comment réparer ce visage, qui nous pose problème d'ailleurs pour la question de la transplantation du visage. On reviendra un petit peu sur ce sujet-là tout à l'heure, la greffe de visage. Et donc, parce qu'il n'y avait que la moitié, comme vous l'avez souligné. Donc ça va permettre de finir sur la question de la transplantation. Et voilà, donc je vous laisse évoquer cette question de la double défiguration peut-être que peut constituer une transplantation. Oui, en fait, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une greffe, de visage, ça vient combler un trou, en fait. Hein. Mais pour que, il y a aussi une part de chance, mais pour qu'un visage advienne, en fait, il faudra que le greffon reçoive des tissus préexistants, qui reçoivent du sang, qui reçoivent des informations nerveuses, qui reçoivent de la force musculaire, des muscles qui l'entourent. Hein. Donc il faut, pour que ça marche, qu'il y ait deux chairs qui s'entremêlent et puis qui soient solidaires. Hein. Eh bien, en fait, sur le plan psychologique, il se produit un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la greffe ne recouvre pas le temps de la défiguration. Un patient greffé, il reste défiguré. Et pour que ça se passe bien, il faut que le temps de la défiguration vienne nourrir le temps après greffe. Hein. Exactement de la même façon que les vaisseaux du visage doivent apporter le sang. Les cicatrices qui sont dues à la greffe, ça reste finalement la marque de la défiguration. C'est la marque du chirurgien et donc aussi du soin. Et c'est vraiment le signe d'une singularité. Et on constate à chaque fois comment les cicatrices sont très très bien tolérées chez les patients greffés du visage. La greffe, en fait, finalement, ce qu'elle autorise, ça n'est pas à quelqu'un de devenir normal, mais c'est plutôt à une personne, elle essaie de permettre à une personne de pouvoir exprimer sa singularité, plutôt que d'être cachée derrière sa singularité. Finalement, quand le chirurgien s'inquiète des plaies, des mutilations sur le visage pour chercher à les réparer, j'ai un peu la même démarche, c'est-à-dire que je vais, dans l'histoire du patient, chercher les trous qu'il a dans son histoire. Alors moi, je ne peux pas réparer ces trous, mais ce que je peux essayer de faire, c'est, par le lien de confiance qui peut exister entre nous, c'est de permettre au patient de s'autoriser à s'approcher de ces zones-là, de constater que finalement, il n'en meurt pas, il peut se confronter à ces moments de très grande angoisse, elle ne l'absorbe pas. Hein. Et là, dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, toutes les périodes de la vie du patient peuvent se nourrir les unes les autres. Hein. Et donc, ce que j'espère, c'est aider le patient à convoquer toute son histoire et donc tous ses visages pour qu'il puisse exprimer sa singularité là, tout de suite, avec tout ce qu'il est. Finalement, nos démarches sont assez proches, avec des outils très, très différents. Voilà, alors juste pour terminer, donc il y a quand même là une ambivalence dans la question de la défiguration qui est singulière d'un côté parce qu'elle est unique
d'un certain point de vue, elle est exceptionnelle. Elle est doublement singulière aussi, parce qu'elle peut être à la fois valorisante et dévalorisante, hein, on le voit. On pourra également s'interroger sur la non-singularité de la défiguration. Et cela, on le voit notamment chez les porteurs de défiguration quand ils sont réunis dans un secteur hospitalier, hein, ça fait référence, mais quand ils sont réunis aussi, par exemple, au sein des institutions que les Gueules Cassées avaient créées, où il y a là, voilà, la défiguration disparaît quelque part. Et puis, il faudra aussi peut-être se poser la question du temps, n'est-ce pas, de l'intervention du temps. Enfin bon, on évoquait cette question de la récupération, de la fonction, vous en avez parlé, restaurer une expression. La question du temps aussi qui va, pour nous, nous permettre, et on le vit un petit peu en ce moment, d'alimenter notre réflexion par de nouvelles observations, notamment relatives à la transplantation. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, une rencontre, et chaque expérience est assez intéressante à croiser avec les uns et avec les autres. Et puis il y a ce devoir qui nous est imposé, qui est celui, mais vous en parliez tout à l'heure, de la modification progressive du regard extérieur, qui n'est pas inéluctable, mais qui se modifie au fil des siècles, et qui est aussi, pour nous, peut-être un devoir d'éducation, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Merci. Merci.